Alors, bienvenue tout le monde de retour. On va entrer dans notre troisième table ronde. Et comme rappel, vous pouvez choisir le langage de votre choix en cliquant sur le petit icône qui ressemble à une planète. Vous pouvez cliquer sur ça et vous allez avoir l'interprétation de votre choix en éliminant le son original. Cet après-midi, on va focaliser sur l'intersection, certains vont dire le clash entre EDI et liberté académique. Les présentateurs ont déjà reçu des questions pour les faire réfléchir et comme on l'a expliqué ce matin, là, on a aussi eu une réunion informelle là, pour qu'ils puissent se connaître un peu. J'ai aussi mentionné ce matin, c'est intéressant parce que j'avais un groupe français, un groupe anglais et je les ai rencontrés individuellement et en tant que groupe. Et le groupe anglophones ont eu leur réunion informelle durant le travail, durant le jour, et les francophones ont décidé d'avoir leur réunion le soir avec un verre de vin. Et évidemment, c'est devenu un débat. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, là, mais on va commencer que chaque personne va présenter son point de vue pour une dizaine de minutes. J'espère que Marc va se joindre à nous. Et la présentation va être en anglais, sauf pour Marc Anguenot qui va présenter en français. Donc, pour les participants sur le panel, vous pouvez choisir le langage. Là, vous allez demeurer et ils peuvent demeurer euh, en anglais. Mais ensuite, il va participer sur la discussion en anglais. Donc, après chaque présentation, il y aura une discussion entre les présentateurs et ça va être suivi d'une période de questions. Donc, on va pouvoir prendre la question de l'auditoire et ça va commencer à 15 heures, une trentaine de minutes. Donc, quiconque est invité, tout le monde est invité à soumettre des questions avec la fonction questions-réponses. Je vais les présenter dans l'ordre qu'ils vont discuter, mais juste avant, là, on est ici pour discuter et peut-être avoir un débat sur des idées avec une humilité intellectuelle et une rigueur, mais évidemment, là, soyez libre d'exprimer vos opinions pleinement et peut-être de défier l'opinion des autres, mais si on le fait poliment et sans parler trop vite afin que l'interprète peut rester avec nous. Donc, je ne vais pas passer au travers toutes les bios là, des conférenciers là, parce que ce serait trop long. Si vous voulez voir la longue version de leur bio, eh bien, vous pouvez trouver ça sur le site web que vous avez eu pour vous inscrire à la conférence. Et en plus, je ne rendrai pas justice d'essayer de résumer toute leur carrière. Alors, ma première personne, James Turk. James Turk est directeur du Centre pour l'expression libre à l'Université Toronto métropolitaine. Il a publié beaucoup sur la liberté académique. Il écrit sur les libertés civiles, la démocratie. Il a aussi été directeur exécutif de l'Association canadienne des professeurs d'université. Marc Haguenau est un historien d'idées et professeur émérite à l'Université McGill. Il est aussi professeur à James McGill sur l'étude des discours sociaux et membre de l'Académie des sciences et de l'art ou la Société royale du Canada. Christopher Dummett, professeur de l'histoire canadienne à l'Université Chet. Il est l'hôte du balado 1867 et tout cela. Et il fait de la recherche et recherche sur la liberté académique. Et il a été co-auteur aussi du rapport récent là, sur la crise et des points de vue de diversité. Malheureusement, professeur Domit, je pense qu'à 15 heures, il doit nous quitter pour enseigner. Donc, on va garder ça en tête. Docteur Hélène Laberge est sociologue qui focalise sur la discrimination de pauvreté aux universités canadiennes, la pauvreté dans les classes et comment les universités peuvent les soutenir du début à la fin. Fondatrice de l'initiative Shoestring.com qui soutient les étudiants de la pauvreté. Julius Gray est un avocat canadien retraité de McGill. Il était membre de la faculté de droit à l'Université de Montréal et les droits communs à Charlottetown. Il est l'ancien président de la Charte des droits humains. Il a reçu la médaille du barreau du Québec, qui est la plus haute distinction donnée par le barreau du Québec. Avant de laisser Jim présenter son point de vue, soyons curieux, plein de rigueur, on est là pour partager de bonnes idées
N'oubliez pas, on a l'interprétation simultanée, donc n'allez pas trop vite. Jim, peut-être ouvrir votre micro. Allez-y. Merci. Merci beaucoup, Martin. J'apprécie l'opportunité d'être ici. Je suis reconnaissant aux organisateurs de cette conférence. C'est un des désavantages, par contre, c'est de le faire en virtuel, c'est de ne pas être capable de voir la foule. Alors, j'espère que les gens répondent à votre invitation pour poser des questions difficiles. Dans mon cas, moi, je me fous, même si vous n'êtes pas poli, à moins, vous ne pouvez pas rien me lancer, évidemment, parce qu'on est en virtuel. Donc, je pense qu'une discussion robuste et qu'on va avoir aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Et l'auditoire n'a pas vu la liste des questions que tu nous as données, Martin, pour peut-être répondre. Et c'est une liste formidable. Et si j'avais 4 heures, je ne serais même pas capable de passer au travers tous les enjeux. Parce que chacune de ces réponses a beaucoup de temps, il y a beaucoup de nuances. Donc, je vais errer probablement sur le fait d'être bref pour essayer de pointer un peu une position. Là, mais encore une fois, il y a tellement de complexité dans cela. Donc, laissez-moi commencer. Ce qu'on s'est entendu, Martin, c'est qu'on allait regarder un peu l'intersectionnalité de l'EDI, la liberté académique. Donc, je me suis posé la question, une question un peu naïve. J'ai regardé évidemment sur l'Internet. Qu'est-ce que égalité, diversité et inclusion veut dire? Et à l'Université de Edinburgh a une description qui dit EDI assure un traitement juste et l'opportunité pour tout le monde. Elle vise à éradiquer les préjudices et la discrimination sur la base de caractéristiques protectées, la race, le genre, etc. Donc, c'est une définition quand même qu'on accueille. C'est un objectif qu'on accueille, oui, étant donné que nos universités, comme notre société, sont remplies de racisme, le sexisme, des phobies, des classes qu'on parle rarement. Je pense qu'Hélène va en parler, j'espère, et d'autres préjudices qui ont une grande histoire et une réalité présente dans notre société, dans l'université. Alors, l'aspiration s'articule dans ces déclarations de l'université. Je pense que c'est admirable et je soutiens cette définition. D'autres dans le panel, j'espère, vont discuter de différentes formes que cette aspiration a été transférée dans la réalité et c'est là où les problèmes ont commencé. La traduction que cette aspiration à qu'est-ce qu'est vraiment le DI dans les universités, c'est une forme que s'il y a quoi que ce soit là, qui réduit les fondations académiques et les universités, c'est traduit dans les choses comme une politique d'endroit de travail respectueux, des discours civils, des codes et ça, je pourrais parler longtemps de ça parce que ça amène beaucoup de problèmes fondamentaux et il y a très peu de place. Là. Ça ne veut pas dire qu'on devrait être méchants les uns envers les autres, mais certainement, on a le droit d'être critique, on a le droit d'être en colère, on a le droit même d'explorer des enjeux difficiles qui vont peut-être offenser certaines personnes. Et certaines versions de l'EDI qui essaient d'exclure ça. Donc, moi, je vais focaliser sur la liberté académique et son aspect. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? Et quelle est la relation avec l'EDI? Alors, la liberté académique, c'est vraiment un concept qui est mal compris. Là. Moi, j'ai écrit souvent là, dans l'association des enseignants. Bon, une fois que j'ai une tanière, je peux faire ce que je veux, j'ai plus de restrictions, on ne peut pas me mettre dehors. C'est un peu la même chose que la liberté d'expression. Ce n'est pas. La liberté académique, c'est beaucoup plus robuste que la liberté d'expression, mais d'autres façons, c'est plus limité. Liberté académique, c'est un droit professionnel de staff académique à utiliser leur meilleur jugement professionnel dans leurs enseignements et dans leur travail d'enseignement. Le troisième aspect aussi de liberté académique,
c'est ce qu'on appelle l'académie intramurale, hein. C'est une gouvernance collégiale qui devrait être le modèle de gouvernance aux universités. Et ça, c'est le droit d'exprimer tes vues sur n'importe quel aspect dans l'université dans laquelle tu travailles. L'administration, les collègues, les facultés, l'association ou toute autre chose. Ça protège et ça donne aux académiciens une protection pour le genre d'expression qui, d'une autre place de travail, serait peut-être une base pour être renvoyé, hein, sous les lois de l'emploi. On a un devoir de loyauté à l'employeur. Mais la liberté intramurale dit que tu n'es pas obligé à ta loyauté. Et en tant que membre du collégien qui gouverne, tu peux être aussi franc, direct et vocaliser tout ce que tu veux dans ton endroit de travail. Et le quatrième aspect, c'est extramural liberté. Donc, ça, c'est le droit d'exercer tes droits en tant que citoyen sans aucune sanction de ton employeur, l'université. La liberté académique, compris, moi, je pense que c'est un partenaire bienvenu à l'EDI. Et je veux juste mentionner certains exemples là, à mes années à CIT. Un des problèmes, on faisait face avec beaucoup d'étudiants autochtones qui avaient la difficulté à avoir des promotions, d'obtenir des tenures. Et c'était toujours leur, la connaissance autochtone, évidemment. On disait, ben non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et c'était la liberté académique qui nous a donné l'habilité vraiment de repousser et de leur permettre à faire leur travail dans une tradition qu'eux voyaient comme appropriée. Au Kinyop-Chung, son cas, Kinyop-Chung, c'est un sismologique, le premier professeur de physique à l'Université de Toronto qui était canadien-chinois. Et il était dans une position contractuelle et sur une période de plus de 10 ans, là, euh, un emploi ténière a été là et il était le candidat principal. Et la décision a été prise de ne pas lui donner l'emploi ou non, de renverser. Là. Alors, d'une façon systématique, il a été bloqué d'obtenir ce poste et c'est une position qui lui revenait dans le département. Et il est demeuré dans une position contractuelle. Et c'était vraiment pas avant que la faculté de Toronto a été capable de amener des griefs de l'arbitration sur la liberté académique et comme quoi, lui, ça avait été violé. Le racisme qui l'avait bloqué, on devait en parler. Ou dernièrement, lorsque Valentina Azarova a été choisie pour être la nouvelle directrice du programme des droits humains à l'Université de Toronto en loi, en légal, et un donateur riche qui a été vraiment un groupe de lobbyistes pro et que c'était un juge et a appelé quelqu'un et lui a dit si tu continues de nommer Azarov, il va avoir des problèmes pour l'université. Et cet appel est arrivé le vendredi avant la fête du travail et le mardi, le doyen a dit que bon, ben, ça avait été annulé. Et évidemment, l'université a dû avoir un processus essentiel et ultimement, l'université a dû reculer de cette position, mais c'était une exclusion à cause de son travail sur la Palestine. Et il y a un peu de racisme palestinien qui existe au Canada, mais c'est la liberté académique là, qui a fait qu'elle a dû avoir, là, elle n'a pas pris, mais quand même. Ou Steven Slider, son dossier qui est vraiment un Américain important. Là. C'est une personne de la Jordanie, un arrière-plan palestinien. Il a enseigné à Virginia Tech. Il a eu un programme d'études autochtones à l'industrie d'Illinois, Champaign-Urbana. On lui a donné la position. Il est déménagé à Champaign-Urbana et au début de son terme, le chancelier lui a offert qu'on avait annulé ça à cause de remarques qu'il avait fait à cause d'un engagement, là, des disputes qu'il avait eues entre la Palestine, Israël et ses commentaires sur Twitter. Encore une fois, il y a une initiation faite pour l'Association des professeurs qui ont gagné vraiment ou à essayer de bloquer des gens pour enseigner la Critical Race Theory. Donc,
c'est une façon où l'université peut être plus inclusive, à protéger la diversité des points de vue et le type des gens qui enseignent dans les universités. Et je pense que c'est un gros outil pour s'assurer que les groupes marginalisés aient une place importante à l'université et pouvoir exercer leur travail selon leur propre définition de ce qui est intellectuellement et pédagogiquement approprié. Donc, je vais arrêter là. Je pense que j'ai dépassé mes 10 minutes, Martin, mais j'ai vraiment hâte à une discussion robuste. Merci, Jim. Marc n'est pas arrivé, mais il m'a envoyé un texto. Donc, je vais lire le texto. C'est en français. Vous devriez l'entendre en anglais si vous allez sur le canal anglais. Alors, Language, hold on a second. So, équité, diversité, inclusion, question mark. Point d'interrogation. C'est une devise ou un slogan. À ces titres, ce n'est pas quelque chose dont on puisse débattre avec profit et qu'on puisse confronter à la notion civique et juridique de liberté académique qui, elle, a une longue histoire. Liberté, qui est une chose fragile, étant inséparable de l'histoire de sa répression religieuse et étatique à travers les siècles. Équité, diversité, inclusion. Ces trois mots ne résument pas une doctrine tant soit peu précise. Je mets au défi mes collègues et amis de ce panel de se mettre d'accord sur une définition minimale. C'est tout un défi qu'ils vous lancent. Je soupçonne au contraire que chacun de nous entretient de ces catégories abstraites des interprétations pas seulement différentes, mais vraisemblablement antagonistes. Cette devise tripartite et abstraite fait penser à celle apparue la première fois dans le discours sur l'organisation des gardes nationales qui était publié en 1790. Il avait pour objet que liberté, égalité, fraternité soit la devise nationale. Depuis 2 siècles et demi, les Français se disputent et se haïssent souvent au seuil de la guerre civile pour savoir quel sens et quelle portée lui donner. C'est le propre des devises de cette sorte de ne mettre apparemment d'accord que parce que tout le monde est pour la vertu, alors que tout le monde comprend différemment les priorités qui découlent des grands principes. Les essais abondent depuis quelques années sur les dangers que les militantismes de campus font courir à la liberté académique, sur l'esprit de censure et la passion de censurer qui prévaut, et sur l'autocensure que s'imposent professeurs et étudiants. Je pourrais appeler à témoigner ici plus d'un de mes jeunes collègues. Il y a 30 ans est parue une première enquête américaine intitulée « Liberty Denied », la liberté censurée ou niée. Les livres abondent depuis, rapports et essais, mais rien n'a entravé le progrès de l'esprit de censure tout azimut. Les exemples abondent dans les universités de notre pays et celles d'Europe. La francophonie européenne est mon domaine de recherche à titre d'historien des idées, où donc des manœuvres d'intimidation et de censure stérilisent la recherche en empêchant l'expression d'idées que les théologiens autrefois réprouvaient comme téméraires. Ma thèse, dans ce sommaire exposé, est donc que la liberté académique et le slogan de équité, diversité et inclusion sont, dans la conjoncture présente, en conflit frontal, tous deux engagés dans une collision course, donc une confrontation dangereuse pour la vie intellectuelle et stérilisant le travail savant. Sans doute dans l'abstrait intemporel, les principes de liberté académique sont appelés à chercher et trouver des compromis bienveillants et harmonieux avec le grand principe de l'égalité et de l'inclusion de tous. Mais nous ne discutons pas dans l'intemporel, mais dans un état de société conflictuelle dont il faut mesurer les forces en présence et les tendances. Ce sont particulièrement les sciences historiques et sociales que l'idéologie diversitaire menace. Les lobbies identitaires qui s'activent sur le web et dans les médias et qui alimentent l'esprit de censure sont tous inconditionnels d'une cause exclusive, cause qu'ils ont mandat de protéger par tous les moyens contre toute discussion, toute objection et tout examen. Du lobby sioniste au lobby gay et trans en passant par tous les lobbies identitaires, ethniques, religieux, tous fonctionnent à l'intimidation, à la menace, à la dénonciation, au refus de débattre, à la mise au pilori des réticents. L'esprit de censure est l'expression d'une volonté de pouvoir à la portée de petits groupes identitaires décidés à se faire connaître d'un monde qui ne les révère pas suffisamment, décidés à se prouver leur force en imposant à l'extérieur leur vision étroite du tolérable et de l'intolérable.
Au moindre mot de travers, la vigilance bien pensante se déchaîne, celle des lobbies identitaires professionnels qui ne vivent que de ces procédés. Cette vigilance paranoïde, et qu'il met en guillemets ici, en vient à faire paraître sympathiques, à contrario, les non-conformistes et réticents, quels qu'ils soient et quelle que soit leur motivation. La quête cacophonique de reconnaissance identitaire s'est conjointe au slogan d'équité, diversité, inclusion. Nouveau phénomène social total, elle suppose un besoin d'être non pas connu individuellement pour quelques mérites, mais reconnu dans une réclamation catégorielle, besoin croissant, exacerbé dans le monde actuel. Statut particulièrement réclamé par les dédaignés et les stigmatisés, les aveugles, les sourds, les malades mentaux, les noirs, les femmes, les nains, et ainsi de suite. Ajouter les ci-devant colonisés et les femmes séculaires victimes de la misogynie. L'axiome de cette exigence, relativement nouvelle, est qu'une société juste est celle qui accordera à tous la reconnaissance et l'estime. La gauche en mutation n'est plus centrée sur la figure de l'exploité classique de la classe ouvrière, des salariés, mais sur le communautarisme et la défense des identités minoritaires. L'espérance politique de naguère était orientée vers l'universel. Elle s'est repliée sur le communautaire et les contentieux catégoriels. Si la pulsion de censure est au cœur de l'actualité, c'est qu'il s'agit d'un phénomène qui prend de l'ampleur et qui cause de profondes inquiétudes. À droite, celle qui fait le plus de bruit est par exemple la censure des livres dans les écoles et les bibliothèques publiques de Floride. Mais elle n'est pas la seule. Il y a une nouvelle censure venant de toutes parts, gauche et droite, des contenus de cours à tous les niveaux scolaires jusqu'à l'université inclusivement. Il me reste encore un paragraphe. Je mets en tête des moyens sophistiques de clouer le bec, d'intimider, de mettre sur la défensive et de réduire au silence le recours au pathos de l'indignation. Un moyen efficace de faire taire l'adversaire et de lui faire honte. C'est un procédé qui n'est pas neuf, il est mentionné dans la rhétorique d'Aristote. Les lobbies identitaires et diversitaires qui s'activent sont parvenus à imposer l'opinion, le sophiste qui veut qu'une doctrine qui s'appuie sur quelque injustice alléguée doit bénéficier de l'immunité contre la critique, laquelle sera nécessairement arrogante et insensible, et qu'il faut donc l'excuser de tout. Contre-vérité, généralisation arbitraire, mauvaise foi, tout ceci mis au service d'une cause dite pure. La doxa contemporaine a intériorisé, ce qui n'est pas fréquent dans l'histoire, une variante nouvelle, insoupçonnée à l'époque par Aristote, de l'argumentatum ad Lazarum, celle de l'autorité hors de discussion de quiconque se présente en victime de qui et quoi que ce soit. On parle en américain de strategic victimhood, on dit en néologisme français victimalisme. L'exploité du marxisme est remplacé par la culture de la victime. Le victimalisme apparaît en constant progrès dans la vie publique. C'est en quoi le mot d'ordre équité, diversité, inclusion m'inspire avant tout de la suspicion, porté qu'il est par la coalition des groupes de pression, des groupes de lobby et des groupes d'intérêt. Chacun voit midi à sa porte, mais tous ensemble, ils créent une atmosphère répressive généralisée. That was fun to read. I don't know if... je ne sais pas si l'interprétation a réussi à tout traduire, là, mais j'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai lu. J'espère que c'était clair. Mais ayant dit cela, si c'est correct avec vous, on va continuer avec Chris. Chris Damit est notre prochain conférencier, orateur. Peut-être présenter votre point de vue. Merci, Martin. Je ne sais pas si je peux suivre. J'allais en anglais, en français, en anglais, en français. Je ne savais pas lequel je pouvais moins comprendre, mais les deux n'étaient pas trop clairs. Peut-être on trouvait ça que c'était moins défiant, là. Donc, merci de m'avoir ici. Moi, je vais essayer d'être bref aussi. Alors, moi j'ai comme 4 points que je voulais parler, là, mais un peu comme Jim a suggéré, basé sur les questions que nous avions, je pourrais parler pendant plusieurs heures, mais je vais faire 4 points. Le premier point que je voulais faire,
était que même si je vais aller au point 2, 3, 4, vont être critiquer le EDI, mais je veux commencer avec ce que je pense être les choses que j'aime de l'EDI, en particulier une certaine version de l'EDI qui peut accentuer et améliorer la liberté académique, hein, comme une partie intégrale de la liberté. Donc, c'est un peu comme Jim suggérait, jusqu'à l'étendue que EDI, c'est d'inclure différentes voix dans une conversation intellectuelle. Jusqu'à temps que ça nous parvient de discriminer contre des catégories de gens qui peut-être seraient exclus à l'université, soit par des formes de discrimination ou de la discrimination interne aussi. Donc, c'est une façon utile d'avoir sur nos pensées et de garder notre conscience sur cela, dans le sens que la liberté académique et l'université est mieux servie en ayant la plus grande portée des voix présentes pour débattre des enjeux et rechercher la vérité. Et je pense que c'est l'essence de l'université, vraiment la fonction de recherche de l'université, tout de moins. Et comme certaines versions de EDI, c'est de s'assurer que la diversité est là et de s'assurer que chaque enjeu que l'on gère, que ce soit dans la science ou la science sociale ou peu importe le sujet, obtienne la perspective de diversification. Donc, je pense que c'est possible. En pratique, je pense qu'il y a plein de problèmes. Et je pense que pour aller sur mon deuxième point, EDI est en conflit avec la liberté académique à bien des endroits. Et une des places où c'est un conflit avec la liberté académique, c'est que, du moins dans la façon qu'on l'a institutionnalisé, c'est anti-intellectuel. Ça présume qu'elle connaît et que nous connaissons des choses que nous ne connaissons peut-être pas. Ça présume qu'on connaît des choses qui devraient être ouvertes à un questionnement ou à être scrutinées, que ce soit le point le plus évident de tous, là, qu'il pourrait y avoir une disparité statistique dans l'inclusivité et qui est inclus à l'université, différents départements, ou le nombre d'étudiants, le nombre d'étudiants de facultés qu'on embauche, combien de pourcentage de chaque catégorie sont dans l'université basée sur la différente population, là, des statistiques vraiment qui sont dans la société en général. Mais en pratique, ces disparités statistiques ont été expliquées là, comme le résultat de la discrimination. Et je pense vraiment qu'une appréciation vraiment intellectuelle de ces disparités, c'est de les voir comme un point d'entrée, comme un point d'interrogation. Parfois, là, la réponse la plus intellectuelle de quelque chose, c'est de dire ça, c'est intéressant. Pourquoi? Et jusqu'à l'étendue que l'EDI ne fait pas cela, elle présume de savoir que la discrimination est derrière ça. Et là, ça va créer ensuite des catégories de groupes au travers laquelle elle opère. Et des groupes comme qui est marginalisé? Eh bien, les opprimés, l'équité, des gens qui méritent l'équité. Alors, c'est un concept un peu épeurant puisque ça implique que d'autres personnes ne méritent pas l'inclusivité. Et à l'étendue que ces groupes et ces catégories sont solides, certains de savoir qui peut être là et qui ne peut pas être là, c'est un projet très, très intellectuel et on devrait voir ces catégories et certainement la disparité statistique comme le point de départ d'un processus de recherche au lieu de présumer que les réponses sont toujours X et suivre cela et amener le problème basé sur cette présomption. Ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est à être. Donc, où ça crée un problème, là, où cette présomption anti-intellectuelle crée un vrai problème, c'est lorsque ceux qui posent des questions, ceux qui répondent à la disparité de statistiques, à cet enjeu, d'une façon intellectuelle, en demandant comment est-ce que c'est arrivé. Est-ce qu'on sait que c'est de la discrimination et quelle façon est-il de la discrimination? Alors, est-ce que quelqu'un appelle la discrimination systémique? Est-ce que c'est vraiment de la discrimination? Qu'est-ce que tu veux dire par la discrimination? Pour les gens qui ouvrent un peu cette discussion dans une réunion de faculté ou dans un article de journal ou dans une formation,
eh bien, d'une façon invariable, et ils sont rencontrés depuis les dernières années avec du ridicule, au moins des attaques et des accusations de plein de noms qu'on connaît, racistes, discriminateurs, et remplissez les blancs, les vides voulant dire. Alors, c'est un problème dans les universités dans le sens que nous sommes supposés de trouver la vérité. On est supposé de questionner ces choses-là, de savoir cela. Et à l'étendue du fait que ceux qui agissent d'une façon vraiment d'une attaque, c'est un problème, spécialement aussi parce que on ajoute sur ça une présomption que c'est des accusations faites de savoir vraiment qu'est-ce que quelqu'un pense. Alors, même si quelqu'un pose une question, eh bien, on présume qu'on pose la question parce qu'on sait que tu as une intention de discriminer. La personne n'a peut-être rien dit, non, pas du tout, mais juste poser une question. Mais fréquemment, dans ces discussions et dans ces contextes, une présomption que juste de poser la question trahit un genre d'intention de discrimination. Et à l'université, là, ça devrait nous faire peur. C'est une tendance très anti-intellectuelle. Là. Et mon quatrième point que je voulais faire, c'était l'étendue à laquelle tellement de ces discussions là, sont encadrées par, comme elle est peut-être Nouvelle-Zélande, le psychologiste appelle ça concept creep. Cette idée-là, c'est très commun là, comme idée, mais pour la solidifier ici, c'est l'étendue à laquelle plein de catégories, spécialement qui opèrent là, sur les données morales sans le soin. Donc, c'est une fondation morale qui a grandi surtout depuis les années 80. Et c'est une fondation morale à laquelle les gens à gauche tentent à prioriser là, avant tout autre. Et plein de catégories ou plein de termes en réalité au travers de cet encadrement moral, comme on argumente et d'autres ont démontré, ont augmenté leur raison. Donc, la raison de la douleur, la raison, la définition, si on veut, de génocide, la définition de toutes sortes de termes ont vraiment étendu leur portée pour inclure tellement d'autres choses et c'est d'inclure des choses qui sont de moins en moins sévères. Mais ce concept creep est utilisé pour traiter cette idée d'expansion de la même façon comme l'ancien concept aurait été utilisé. Donc, parfois, les choses peuvent être dites comme symboliquement violents. Les mots sont violents. Et on devrait traiter cela de la même façon qu'un attentat à un meurtre ou un assaut. Et il n'y a pas une grande reconnaissance que c'est ce qui s'est produit dans les dernières décennies. Là. Il y a un étendue de différents concepts, différentes idées, là, surtout là, de menaces et d'agressions. Ce que EDI, certains composants, quand ils attaquent les gens qui questionnent l'EDI, je pense que cet encadrement moral, c'est ce qui est derrière ce qu'ils font. Donc, d'une façon authentique, ils pensent que de poser ces questions-là, c'est du harcèlement. Ils ne veulent pas réaliser que c'est peut-être pas tout le monde là, qui ont pris dans toutes ces catégories. Donc, il y a une vraie tension dans nos sociétés, dans nos universités aussi autour de cela. Donc, il y a plein de choses dans ce débat. Donc, est-ce que j'ai le temps pour un dernier point? Je dirais que l'ironie de ce conflit entre l'EDI et les libertés académiques, la façon que je le vois à être institutionnalisé dans les universités en incluant les déclarations EDI dans les applications d'emploi, des processus, d'avoir des fonds pour des recherches, en incluant à mon université, moi, on vient de le passer, que ça prend de la formation même pour être sur un comité d'embauche. Donc, la plus grande disparité, c'est que ça devient la chose qu'elle veut tenter d'éliminer. Alors, ça devient une forme de discrimination politique qui, d'une façon systématique, est bâtie dans le système d'université, qui va éliminer certains modèles de pensée, certains genres de personnes et de penseurs, penseuses qui sont tout l'amélioration de la bureaucratie, de la façon que ça fonctionne. Alors,
un processus de pensée, là, que, je l'ai dit, là, un agenda qui devrait être d'éliminer la discrimination systémique. Et c'est très ironique, évidemment, là. C'est devenu la chose qu'elle vise à éliminer. D'accord, merci. Merci, Chris. Hélène? Oui, oui. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Marc, pour l'invitation. C'est grandement apprécié. Moi, je suis colonisé de génération et je suis sur les terres ancestrales Edmonton, Alberta, le traité 6. J'ai déménagé ici il y a 2 semaines. Je suis revenu ici, je devrais dire. Et aujourd'hui, je veux partager une histoire sur une femme de pauvreté générationnelle qui, d'une certaine façon, s'est rendue à l'université. Elle a trouvé un environnement hostile, juste d'être là, des expériences vécues, la culture et un système de connaissances, mais elles sont demeurées. Les journées sont devenues des semaines, ensuite des mois, ensuite des années fragmentées. Même si on leur avait dit au travers leur enfance et leur jeune vie adulte que l'école n'était pas faite pour une personne comme elle, de découvrir la sociologie lui a fait demander, mais où sont mes gens, mon peuple à l'université? Où sont les gens qui me ressemblent, qui parlent, qui s'habillent, qui mangent et comprennent le monde comme moi? Elle a fait face à la discrimination de pauvreté à tous les tournants. Par exemple, au collège, un étudiant a moqué son apparence physique. Il a dit, tes mains ont l'air tellement vieilles, est-ce que tu as honte? Elle n'avait jamais eu honte de son corps jusqu'à temps que les marqueurs physiques de la pauvreté lui disent autrement à l'école secondaire. Et en tant que de premier degré, et un courriel envoyé par un instructeur voulait la renvoyer de l'université parce qu'elle n'agissait pas bien. Comme étudiant à la maîtrise, les étudiants proclamaient qu'elle a seulement eu cette bourse parce qu'ils avaient pitié d'elle, parce qu'elle venait de la pauvreté. Un professeur dans une classe graduelle de théorie a dit devant ses pairs, des gens comme toi, tu n'es pas supposé d'être ici. Et dans ces moments, elle n'a rien dit. À qui en parlerait-elle de toute façon? Qui pourrait adresser là, cette discrimination de classe et même de l'abus? Sa croyance et dans les menaces ont laissé des cicatrices invisibles qui l'auraient probablement tenu au silence, mais elle a pris les coups parce qu'elle croyait que son travail comptait pour des gens comme elle qui étaient forcés à vivre dans la marge et dans l'obscurité du paysage de l'Université canadienne. Pour ceux à qui on a renié l'accès et la pleine participation dans une université subventionnée publiquement et ceux qui doivent absolument courir après elle. Elle ne s'est jamais arrêtée assez longtemps pour penser comment ces messages basés sur l'évidence seraient reçus. Elle n'a jamais arrêté assez longtemps pour prendre son souffle et de questionner le risque qu'elle entreprenait en questionnant les iniquités de classe sociale dans les universités canadiennes et sa société. Tout cela étant acté en temps réel. Ça ne lui a jamais paru jusqu'à beaucoup plus tard dans son parcours académique que son expérience vécue et son expertise, son corps de femme, pauvreté, était utilisé comme une arme contre ceux qui avaient le pouvoir en académie et ses pairs, et même dans le lieu de travail. La première fois qu'elle a présenté sa recherche sur les classes sociales, l'étudiante de classe pauvreté dans les universités canadiennes, dans une université, le silence était très lourd et très dense. Elle a eu peur qu'un orage était en train de démarrer. Et le silence lui faisait mal aux oreilles parce qu'elle se tenait debout avec le reste des présentateurs. Personne ne lui a posé aucune question. Elle est sortie de la salle jusqu'à la sécurité là, du campus. Et au fil des années, lorsqu'elle a mobilisé ses recherches en temps réel, lorsqu'elle a parlé publiquement sur les campus canadiens d'une vie modelée par la pauvreté par rapport aux études supérieures, à un certain moment, quelqu'un la prendrait de côté et lui dire « Moi aussi, je suis ici, mais j'ai peur de laisser savoir. On pourrait me renvoyer, je pourrais être retourné. » Alors, une rage descendrait et son corps était vraiment perturbé. Perturbé, vois-tu, les stigmas et la honte entourant la pauvreté et
vraiment inclus comme les murs de l'université. Et sa force qui était renforcée, elle prenait des forces, elle a commencé à questionner pour qui ces universités sont-ils faites pour? Et la littérature, ça disait la classe moyenne et la classe supérieure, mais elle ne pouvait accepter ça. Elle a commencé à questionner l'EDI et particulièrement l'EDI d'une lentille intersectionnelle qui est une multiple caractéristiques sociales intersectionnelles pour différentes expériences, mais elle a appris que l'EDI excluait les classes sociales comme l'acte des droits humains et l'acte d'équité par laquelle l'EDI est modelé. Elle s'obstine, mais EDI, c'est lié à l'acronyme avec l'exclusion des classes sociales et c'est un choix politique qu'elle a compris. Les universités vont ajouter LGBTQ+, qui n'est pas un des 4 groupes qu'on recherche, qui sont les femmes, les autochtones, les gens avec des invalidités et des minorités visibles. Mais elles ont exclu les classes sociales et ça fait partie de cette intersectionnalité. Mais de dire ceci, qu'elle a appris, c'était dangereux et c'est devenu un saut à des conversations avec de plus grands défis pour chercher l'équité, pour mériter l'équité. Cette échelle qui a été mise vers le sommet dans tous les secteurs, eh bien, qui le mérite? Qui décide de la hiérarchie du mérite qu'elle demandait? Alors, même s'il y a eu des croyances dominantes sur ceux qui méritaient plutôt que les pauvres, ni un ni l'autre viennent à la législation de discrimination. Les mandats de l'EDI est rarement sur les agendas de recherche sur l'accès à l'éducation supérieure, particulièrement au Canada. Même si elle savait que ça lui a coûté sur le paysage académique et probablement un emploi potentiel, elle a dit publiquement, il n'y a pas d'espoir pour l'équité dans les classes sociales. La diversité n'est pas sur l'agenda. Il n'y a pas de point d'en parler d'inclusion. Alors, elle dit de l'encadrement actuel de TI que ça crée des silos socioculturels où les groupes identifiés sont mis ensemble, homogénéisés, comme s'il y avait juste une caractéristique partagée qui définissait leur expérience vécue. Pour mettre ça simplement, les gens sont traités comme des poids, peu importe leurs caractéristiques uniques et leur expérience. La recherche dit bien différemment et elle partage son histoire maintenant nationalement et mondialement. Parfois, elle trouve des alliés, parfois, elle trouve du ridicule, parfois, elle trouve de l'apathie. Elle est habituée à la discrimination, de la pauvreté à l'intérieur et à l'extérieur des académies. Parfois, elle refuse d'accepter. Parfois, elle peut prendre les coups. Parfois, silencieusement, elle laisse aller pour garder des blessures visibles, mais elle pose souvent la question et on lui demande pourquoi te laisses-tu frapper? Alors là, elle va chercher des professeurs braves qui ont dit la classe a toujours compté, même si elle a été prise par les politiciens, les coalitions de réduction de pauvreté, désolé, des leaders d'études supérieures et la société. La classe est essentielle dans ceux qui ont une vie privilège pour être capable d'ignorer le reste. On peut gravir l'échelle des classes sociales économiquement, mais pas par miracle on élimine la classe sociale dans laquelle on a grandi. Désolé. Elle demande, alors pourquoi on devrait forcer de cacher notre héritage ou notre race? Les gens qui viennent de la pauvreté ne manquent rien. On a des cultures formidables et des systèmes, mais ils sont ignorés, dévalués, mis de côté dans les universités canadiennes et dans la société et aussi par l'EDI. Alors, elle explique jusqu'à temps qu'elle est complètement épuisée. Aucune personne n'a eu le privilège d'être ignorée, peu importe du mythe ébicus de la société. Elle l'a toujours su, elle l'a su de ses propres expériences. Alors, ses lacets sont trop usés, ses bottes sont trop usées pour continuer de se battre. Ça n'a jamais compté. Là. Depuis les 8 dernières années, elle a essayé d'avoir la table, les classes sociales à l'intérieur, à l'extérieur de l'académie et elle n'a rien vu, aucun changement pour l'inclusion de la classe de pauvreté et dans la société canadienne ou dans les universités ou dans EDI. Mais elle est tenace et elle va plus loin que l'académie dans laquelle elle a appris. Elle dit les universités canadiennes sont complices à perpétuer plus que l'élite de classe. Ils sont complices à perpétuer la pauvreté générationnelle en ne créant pas
un accès plus large et des programmes de participation pour des étudiants pauvres en nous excluant de notre droit à l'éducation et la participation pleine à la société. Point final. Comment c'est reçu? Citation. Baisse la voix. Des gens comme nous, on n'est pas prêts pour entendre ça. Privilèges de la classe qui ont tiré avantage des universités élites. Ils veulent qu'elles baissent le ton. Elles osent parler des tabous, les classes sociales et la pauvreté, la discrimination dans les universités canadiennes et encore plus large, la société canadienne. Liberté académique, c'est comme quelque chose de très loin à aller chercher pour ceux qui ont l'expérience de pauvreté, qui osent entrer les murs des universités canadiennes. Nos voix et notre solidarité sont réduites au silence, effacées, exclues et gardées sous les trappes et dans le garde-robe des sous de classe. Alors, elle pose la question, est-ce qu'on peut se permettre de minimiser ces droits? Alors, où est-ce que ça nous amène par rapport à l'intersectionnalité de l'EDI et la liberté académique? Considérez, qu'est-ce que je risque en parlant ici, moi? Qu'est-ce que j'ai risqué à écrire cela dans ma maîtrise et dans mon doctorat? Et mes 40 discours que j'ai faits, comment est-ce que j'agis, mes droits d'académique vont faire un impact à mon habilité d'avoir un emploi sécurisé? Aujourd'hui, je vous laisse avec deux questions. Est-ce que la liberté académique est aussi liée à l'EDI quand les voix des gens qui ont une expérience vécue de pauvreté sont marginalisées et exclues? Et deuxièmement, peut-il y avoir une liberté académique pour tout le monde lorsqu'on ignore les tabous à l'intersectionnalité de EDI et la liberté académique dans les classes sociales? Merci. Merci beaucoup, Hélène. Présentation très, très ressentie. Mon conseil, c'est ne baisse pas le ton. Il nous en reste un. Julius. Hélène, on peut se mettre sur mute. Julius. Et ensuite, on va voir avec Marc s'il veut peut-être. Je vais expliquer la situation un peu plus tard. Marc, on a commencé avant que tu arrives. Donc, Julius, peut-être enlever mute et commencer. 10-12 minutes. Lorsqu'en 1793, Madame Roland a été amenée à la guillotine, elle a dit « Liberté, quel crime est-ce que j'ai commis en ton nom? » La liberté, c'est une bonne chose, mais ça peut amener à des résultats terribles. EDI, c'est la même chose. L'égalité, diversité, inclusion sont des concepts formidables par lesquels moi j'ai promu toute ma vie. Mais par contre, je les vois individuellement, que les gens soient égaux, des individus divers, qu'ils puissent être inclus. Ce n'était pas l'intention comme quelque chose de groupe, comme un lobby. Et c'est ce que c'est devenu. Commençons avec le rôle de l'université. Moi, je pense qu'il y a deux rôles de base à l'université. Le premier, c'est la connaissance pure, l'éducation, la recherche. L'autre, évidemment, celui-là, c'est la qualité qui compte. L'autre, c'est l'accréditation. Jane Jacobs a fait ce point où les universités accréditent les médecins, les docteurs, etc. Et chacun d'eux, par contre, il y a nécessairement là, est sorti comme une compétition pour être admis, une compétition pour aller chercher le plus. Et c'est le mouvement néolibéral des années 80 sensiblement à couper les fonds publics drastiquement pour les universités. Et ça a mené à ce nouveau groupe ou cette nouvelle compétition d'identité. Le monde est devenu comme ça, pas juste l'université. L'humanisme basé sur le monde, on est devenu un monde basé sur l'identité. Mais ne pensons pas que l'identité, c'est l'idéalisme. Non, l'identité, c'est la compétition. Les résultats des 1980, la coupure des ressources pour les universités ont résulté en toutes sortes de groupes, des groupes identitaires, criant « moi, moi, moi », chacun d'entre eux demandant une plus grande part basée sur la victimisation et toutes sortes de choses. Évidemment, ce n'est pas toutes les identités qui l'ont reçu, mais la pauvreté ne l'a pas eu, on vient de l'entendre.
Certains groupes ethniques sont plus puissants que d'autres, hein. Les groupes handicapés d'une façon de race en ont eu et d'autres groupes en ont pas eu. Mais EDI, ce n'est pas une idée ou un idéalisme, c'est une forme de compétition de groupe pour des emplois et pour l'accréditation. Et c'est utilisé afin de donner avantage à certaines personnes et désavantage à d'autres. Les résultats ont été désastreux. Les résultats ont été désastreux pour les universités. Qu'est-ce qui a été imposé? C'est une idéologie obligatoire. Et une chose que l'université ne devrait pas avoir, c'est une idéologie obligatoire. Et c'est ce qui s'est mal passé en Europe et partout ailleurs. Ce n'est pas que les gens n'ont pas d'idéologie, hein, ou ne croient pas dans de fausses neutralités, mais une idéologie obligatoire n'amène pas vraiment à accomplir les buts de l'université. Quelles sont cette idéologie obligatoire? Eh bien, premièrement, la pertinence, le relativisme forcé. Il n'y a rien qui peut être fait mieux que l'autre. Tout le monde sont pareils, toutes les cultures sont égales, sauf évidemment la culture occidentale qu'on peut attaquer là, pleinement. Mais tout le reste suggère que une tradition particulière, la littérature est meilleure qu'une autre ou plus intéressante qu'une autre. Non, ce n'est pas acceptable. Les espaces sécuritaires et des avertissements, des déclencheurs d'avertissement. Et dernièrement, Ward et Gabriel, la Cour suprême a dit personne n'a le droit de ne pas être insulté. Malheureusement, présentement, une des façons à laquelle l'idéologie compulsive, c'est en disant précisément, je suis blessé. Ah, je suis blessé. Je ne me sens pas en sécurité. Et évidemment, l'intention de l'université, du moins au niveau recherche et éducation, c'était de promouvoir toutes sortes d'idées pour permettre un débat vigoureux, pour permettre la contradiction. L'idéologie obligatoire, c'est directement comme un conflit pour le but de l'université. Hein. Le puritanisme, néo-puritanisme, ça veut dire qu'on ne peut pas exprimer le doute sur 95 genres ou sur l'admiration exprimée pour Abla et Louise ou Monsieur et Madame Curie. Non, tout cela est devenu une position puritaine sur les relations entre les sexes. Les Autochtones obligatoires. Hein? Personne ne peut dénier que les Autochtones ont été traités d'une très mauvaise façon et ont eu des temps difficiles. Mais ce n'est pas qu'on questionne la notion d'autonomie pour quelques groupes, que ce soit illégitime ou pas, mais on ne peut pas le faire à l'université. Les autres choses aussi que vous devez considérer, c'est le côté religieux de cette nouvelle idéologie. Hein? On a oublié, on a enlevé les prières obligatoires de, disons, l'hôtel de ville, les universités, mais ce que l'on a présentement, c'est une profession de foi obligatoire, par contre. Une déclaration obligatoire de déclaration autochtone. Des mots. Dans la Bible, on ne pouvait pas mentionner le nom de Dieu. Et maintenant, il y a toutes sortes de mots qu'on n'a plus le droit de dire. Toutes ces choses sont directement faites pour le but de l'université qui devait être sans peur, où on pouvait dire n'importe quoi et qui permettait l'inclusion de n'importe qui sur la base d'être un individu. Deux autres remarques sont importantes. La première, c'est le Québec. Le Québec est un peu différent et un peu mieux. Pourquoi? Pas pour des bonnes raisons. Là. Le Québec, c'est nationaliste. Alors, le Québec est moins prêt à abandonner la culture francophone occidentale, ne veulent pas sacrifier le Québec traditionnel. Et le résultat de cela, même si le Québec a d'autres caractéristiques déplaisantes, le langage, la limitation de la langue, le Québec quand même est moins woke que le reste du Canada. Est un peu mieux pour ça. Et nous, les académiciens qu'on vit au Québec, on a
plus de liberté et le Québec a passé une loi sur la liberté d'expression académique qui est meilleure, je dois dire encore, là, pas à cause de l'idéalisme, pas parce que c'est tout ensemble libre d'identité, non, non, loin de là, mais c'est mieux pour ce point. Alors la question est, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je pense que la réponse est de ne pas retourner aux privilèges ou les anciennes restrictions, ou certainement le racisme, mais plutôt que de placer l'humanisme à la place, de retour à sa place, là. EDI, c'est excellent comme projet individuel humanitaire. On doit réduire l'importance d'identité. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de valeur universelle. C'est pas vrai que Shakespeare parle simplement aux mâles blancs, aux Lady Morzaki ne parle seulement qu'aux femmes asiatiques. Nous devons diluer l'identité, de restaurer les notions de mélange et ultimement créer une université à laquelle EDI, c'est pour un individu et pas orienté pour l'identité. Merci. Merci beaucoup. Wow, très inspirant. Je suis content de voir qu'on, du moins, là, des points, un peu de conflit, là, Marc. J'ai fait un très mauvais travail à résumer et essayer de lire ton texte parce que ça a été bien écrit, mais pour le français, donc c'est très difficile pour l'interprète vraiment d'avoir capturé ça pendant que je l'ai lu. C'était presque poétique, honnêtement, là, pour être juste. Est-ce que tu veux, parce que je veux être juste, là, je veux que tout le monde ait une voix, est-ce que tu veux prendre peut-être quelques minutes sans tout lire le texte parce que je l'ai lu, mais juste d'expliquer un peu votre point de vue sur la question qu'on discutait aujourd'hui? Oui, oui, premièrement, je vais parler en français, là. Désolé, euh, j'ai eu un problème technique, là, et c'est pour ça que j'ai été en retard. Alors, est-ce que je fais mon discours de 10 minutes? Non, je suggérerais que si vous le pouviez, 5 minutes, parce que j'ai déjà lu tout le texte. Euh, oui, je peux faire mon point en 3 minutes. 3 minutes, c'est parfait. Alors, juste tout le monde, n'oubliez pas, vous allez peut-être aller de changer de langue, là. Alors, portez attention. Alors, vas-y, allez-y, Marc. 3 minutes.
Merci beaucoup, Marc, pour cette belle présentation.